Bonsoir et merci pour cette invitation et cette initiative. Ça nous permet de circuler déjà à l'intérieur du département, qui, vous le savez, n'est pas évident à maîtriser pour les appareils politiques, quels qu'ils soient. Je dois donc, pendant quelques minutes, intervenir sur la question du développement économique et le Grand Paris, et je vais commencer par, au fond, interpeller la notion même, la relation qui pourrait exister entre à la fois le Grand Paris, qui est un projet territorial de gouvernance, et puis le développement économique. En effet, je crois qu'il faut faire très attention dans cette idée que finalement la définition d'un périmètre de bassin de vie économique et social, peut déboucher naturellement sur du développement économique. Je crois que l'économique est devenue extrêmement mobile. Il y a des conditions particulières qui vont permettre de l'ancrer, qui vont permettre de l'utiliser pleinement, de créer une adéquation entre un territoire quel qu'il soit, un bassin d'emploi, et puis ce développement économique. Et je considère pour ma part que l'enjeu n'est pas tellement le bon périmètre pour du développement économique, mais que finalement la capacité de travailler sur les relations entre différents intervenants pour justement accompagner ce développement économique. Et j'y reviendrai, il y a des éléments dans le projet de loi de décentralisation qui devraient le permettre. La deuxième chose, il y a une confusion totale entre le développement économique et l'attractivité. L'attractivité n'a jamais été du développement économique. L'attractivité, c'est tout simplement voler des activités d'un territoire sur l'autre territoire. Et ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans notre département, c'est une stratégie d'attractivité qui consiste à tout simplement attirer le plus massivement possible du mètre carré de bureau, et parce qu'on a proposé du mètre carré de bureau, eh bien on considère qu'il y a derrière du développement économique. Certes, ça peut contribuer à développer du territoire, surtout aujourd'hui, le mètre carré de bureau que l'on veut, ce n'est pas du mètre carré industriel, ce n'est pas du mètre carré entreposage logistique, c'est du mètre carré tertiaire parce que ça rapporte plus. Nous avons ce problème au cœur du département, c'est la question du quartier d'affaires de la Défense. 400 000 mètres carrés de bureaux vont être livrés entre 2013 et 2014. Quand on fait le calcul sur Paris, puisque Défense et Paris, c'est au fond à peu près le même ensemble, on est sur du 400 000 mètres carrés, 13, 14, un peu 15 sur Paris, vous voyez, au total, on est sur du 800 000. Ça veut donc dire que quelque part, dans cette logique de l'attractivité, on est en train d'organiser, de provoquer des déséquilibres qui vont finir par se retourner contre ceux-là même qui sont en train de se lancer dans ce type de logique. Donc, autrement dit, attention à cette confusion entre l'attractivité et le développement économique, ce sont deux réalités différentes. La troisième chose, c'est qu'au moment même où on parle des territoires, eh bien depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, jamais l'État n'a été aussi présent pour finalement prendre des décisions qui impactent sur les territoires. 3 types de décisions. La première, le Grand Paris. Que je sache, le Grand Paris, c'est une initiative de l'État, bien évidemment, qui se négocie aujourd'hui avec les territoires, les collectivités territoriales, mais il n'empêche, c'est l'État. L'État qui d'ailleurs va trouver toute sa place dans les contrats de développement territoriaux, alors que pour ma part, j'aurais préféré les SCOT, parce que je trouve que les SCOT, c'est beaucoup plus démocratique que finalement les CDT. Je peux en parler puisqu'à Courbevoie, le CDT se négocie dans l'Interco, et dans l'Interco, il n'y a pas d'opposition représentée, parce qu'ils trouvent qu'on est trop indélicat par rapport à l'analyse qu'ils peuvent faire du développement économique. Deuxième exemple d'intervention de l'État, ce sont les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, certes, il y a une implication appel à projet des collectivités territoriales, mais il n'empêche que l'État a joué et continue de jouer un rôle important. Ces pôles de compétitivité ont des logiques territoriales qui, au fond, sont d'abord et avant tout de cohérence entre l'enseignement, la recherche, quelques entreprises, bref. Bien sûr, il y a une géographie, mais cette géographie est largement liée aux relations qui peuvent exister entre ces différents acteurs dans la chaîne de création de valeur. Et puis, troisième exemple d'intervention de l'État, c'est lorsqu'on a procédé au regroupement des universités en pôles. Il va de soi que ces pôles, bien sûr, on cherche à ouvrir une logique géographique, mais c'est d'abord et avant tout une logique de cohérence par rapport au type de connaissances qui sont maîtrisées. Et donc ça veut dire que du coup, ces 3 formes d'intervention, il y en a d'autres encore, se font sur des logiques qui ne sont pas forcément celles d'une métropole, celles d'un département, ou voire même d'une municipalité. Et donc les enjeux par rapport à cela, eh bien, ils sont au nombre de 4. Le premier, si on part du principe que finalement, ce n'est pas tellement le périmètre qu'il faut inventer, qui n'existe pas, pertinent pour le développement économique, mais que c'est bien la capacité à ce que des territoires dialoguent entre eux pour justement trouver des logiques de développement pertinentes, qui vont à la fois de proximité sur des échelles plus larges, eh bien, il y a une disposition
dans le projet de loi de décentralisation qui s'appelle les conférences territoriales. Conférences territoriales entre l'État et les régions, mais je crois qu'il faudra qu'on introduise cette dynamique des conférences territoriales entre les régions, les départements, voire les intercos, peu importe, que chacun à son échelle travaille sur la recherche de la mise en cohérence de projets communs, pilotage de ces projets pour tout simplement accompagner un développement qui peut recouvrir plusieurs réalités. Le deuxième enjeu, c'est que toutes ces grandes infrastructures qui ont été mises en place vont prendre du temps. Les pôles de compétitivité, c'est une bonne idée, parce que tout simplement, ça permet de travailler sur une amélioration entre le lien entre l'enseignement, la recherche, le développement, l'innovation, et derrière, ensuite, ce qui peut devenir de la création d'activités pure et dure. Cela prend du temps, nous sommes sur des temps longs. En revanche, là où une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau, peut y trouver du sens, c'est dans sa capacité à justement, elle, favoriser, accélérer le passage de l'innovation à de la création de valeur, la création d'activités, parce qu'aujourd'hui, c'est la principale faiblesse de ces pôles de compétitivité. Une fois qu'il y a l'innovation, cette innovation a du mal à sortir, a du mal à devenir de l'activité à part entière. Et c'est là où je pense que, quel que soit le territoire, qu'il soit intercommunal, départemental, il peut trouver sa place dès lors qu'on est dans un cadre qui permet ce genre de développement. Et ce genre de développement, il est permis par quoi? Il est permis tout simplement par du personnel qualifié, donc c'est tout l'enjeu de la formation. Il est permis par des locaux suffisamment divers pour qu'ils soient accessibles du point de vue des conditions d'accès. Il est permis lorsque d'ores et déjà il existe une proximité grande entre certaines activités qui font que finalement ce développement, cette transformation d'une innovation en développement va trouver pleinement, naturellement sa place dans une réalité existante. Et puis, le troisième enjeu, finalement, c'est tout simplement travailler sur cette idée que quelles que soient les infrastructures lourdes qui traversent un projet, le développement repose sur, et on le voit dans certaines expériences très innovantes, de villes, de régions parfois, mais surtout de villes, d'intercos sur des territoires proches qui représentent quasiment en superficie un mouchoir de poche. On voit des exemples réussis en matière de développement local, c'est lorsque justement, à l'échelon d'une très grande proximité, ce qu'on appelle la logique du cluster, eh bien, il y a derrière des initiatives qui vont être prises par les municipalités, par les intercos, voire soutenues par le département, derrière par la région, c'est-à-dire une logique de tête de file. Société d'économie mixte, par exemple, ce qu'on appelle les districts industriels comme en Italie, où l'on vient favoriser la coopération entre entreprises. Autrement dit, autre chose que se contenter de mettre en place, de développer des zones d'activité pour attirer les entreprises en proposant du moins cher et tout simplement pour retirer de l'activité d'un territoire à l'autre. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le développement endogène. Il y a un article très intéressant que j'ai lu qui dit la chose suivante, elle est très juste, pas de redressement productif sans un développement à l'échelon local. Voilà les quelques leviers sur lesquels je voulais insister pour parler de cette notion de développement économique et vous dire qu'au fond, le développement économique, quelque part, a à la fois besoin du Paris Métropole et en même temps, il n'en a pas du tout besoin, ou alors cela devient intéressant à la seule condition qu'il s'engouffre dans ces réalités territoriales que peuvent être les clusters, qu'il s'engouffre dans ces réalités plus structurantes qui ont pu être initiées par l'État, et en tous les cas, qu'il arrête de penser que l'attractivité égale le développement économique. Parce qu'à ce rythme-là, eh bien, nous risquons de passer à côté de l'histoire. Et pour ma part, puisqu'au Conseil général, avec Gilles, nous siégeons tous les deux, et d'autres encore, les deux conseillers généraux ce soir, eh bien, je m'occupe justement du développement économique, et mes interventions ont un seul but au nom du groupe, c'est de dire, si le Conseil général a quelque chose d'intéressant à faire, c'est de venir soutenir l'Université de Nanterre, qu'il ne soutient pas en ce moment uniquement pour financer des formations qui n'apportent pas de valeur ajoutée au territoire, pour que les laboratoires qui sont nombreux autour de cette université finissent par basculer dans l'innovation et ensuite dans le développement, la création, le développement économique. Et deuxième chose, de recentrer les moyens du département sur la création d'entreprises pour celles et ceux qui veulent créer l'entreprise, avec l'idée qu'en créant l'entreprise, en facilitant cette création d'entreprise, au lieu d'être dans une logique de mise en concurrence, on est dans une logique véritable de création de valeur. Et il s'avère que le Conseil général peut se le permettre. Et la troisième chose, lorsqu'il y a des pôles de compétitivité, il y en a 3 qui traversent le territoire, ou lorsqu'il y a des CDT, bien que le Conseil général puisse être partie prenante, je regrette qu'il se désengage, mais partie prenante pour apporter quoi comme valeur ajoutée? Eh bien, celle qui consiste à dire, voilà, vous êtes arrivé à ce stade d'innovation, moi je peux tout simplement intervenir pour permettre
en un nouveau développement économique. C'est le lien entre l'innovation et la création d'activités. Voilà quelques éléments sur ce développement économique. Merci pour votre attention.